lorsque Sean Connery prononça pour la première fois les mots « Bond ». James Bond, dans Docteur No en 1962, il ne se contentait pas de jouer un rôle. Il posait les fondations d'une légende cinématographique qui allait transcender les époques. Avec son accent écossais distinctif, son charisme brut et une présence à l'écran presque magnétique, Connery transforma un personnage de roman en une icône mondiale. À l'époque, personne ni les producteurs Albert R. Broccoli et Harry Saltzman, ni les spectateurs, ni même Connery lui-même n'auraient pu prédire l'ampleur de cet impact. Pourtant, au fil des décennies, alors que le smoking emblématique passait d'un acteur à un autre, un successeur émergea, apportant une vision radicalement différente de l'espion 007, Roger Moore. Ce changement de garde ne se fit pas sans heurts, divisant les fans et suscitant des réflexions profondes chez Connery, qui observait en silence l'évolution du personnage qu'il avait façonné. Connery n'était pas le choix évident pour incarner James Bond. Né en 1930 dans le quartier ouvrier de Fountainbridge à Édimbourg, il grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, où l'odeur des brasseries locales et des usines de caoutchouc imprégnait l'air. Fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, il n'avait ni formation dramatique formelle, ni relation dans l'industrie cinématographique, ni le vernis aristocratique qu'on pourrait associer à l'espion imaginé par Ian Fleming. Pourtant, il possédait une qualité rare, une présence brute, une intensité presque palpable, et une masculinité non polie qui captivèrent immédiatement le public. Son Bond n'était pas seulement un homme élégant en smoking, il était un prédateur, capable de séduire avec un sourire, de désamorcer une bombe avec un sang-froid absolu, ou d'affronter un adversaire avec une férocité contenue. Mais sous cette surface d'acier, Connery laissait entrevoir une vulnérabilité subtile, une humanité qui rendait Bond crédible un homme exceptionnel, mais pas invincible, simplement incroyablement doué pour survivre. Au cours des années 1960, Sean Connery devint l'incarnation même de James Bond, portant le personnage à des sommets inégalés à travers une série de films qui redéfinirent le genre du film d'espionnage. De From Russia With Love, 1963, à Goldfinger, 1964, en passant par Thunderball, 1965, et You Only Live Twice, 1967, chaque film consolidait davantage son statut d'icône mondiale. Son Bond était une fusion parfaite de sophistication et de danger. Il pouvait naviguer dans les cercles mondains avec une aisance déconcertante, mais aussi se battre avec une brutalité calculée lorsque la situation l'exigeait. Les spectateurs étaient fascinés par cette dualité, un homme qui pouvait commander un martini, secoué, pas remué, avec une élégance désinvolte, tout en affrontant des ennemis avec une intensité presque animale. Mais ce rôle, aussi glorieux soit-il, avait un prix. À la sortie de You Only Live Twice en 1967, Connery était épuisé. La célébrité incessante, les attentes écrasantes du public, la répétition des rôles et l'intrusion constante des médias dans sa vie personnelle pesaient lourdement sur ses épaules. Il se sentait enfermé dans une cage dorée, incapable d'échapper à l'ombre de Bond. « Je ne suis pas Bond, je suis Connery », déclara-t-il un jour dans un accès de frustration, cherchant à réaffirmer son identité face à un personnage qui menaçait de l'engloutir. Après Diamonds Are Forever en 1971, qu'il considérait comme son dernier film officiel dans la franchise, Connery décida de tourner la page, laissant derrière lui un vide que beaucoup pensaient impossible à combler. C'est dans ce contexte qu'entra Roger Moore. Contrairement à Connery, Moore était déjà une figure reconnue, notamment pour son rôle de Simon Templar dans la série télévisée Saint, où il incarnait un justicier suave et charismatique. Avec sa diction aristocratique, son allure raffinée et son humour léger, Moore apporta une approche radicalement différente à James Bond. Son premier film, Live and Let Die, 1973, marqua un changement de ton spectaculaire. Fini le Bond rugueux et introspectif de Connery. À sa place, un espion audacieux, maître des gadgets high-tech, qui semblait s'amuser au cœur du chaos, ponctuant les scènes d'action de clins d'œil complices et de répliques pleines d'esprit. Ce Bond était moins ancré dans le réalisme, privilégiant le spectacle, le kitsch et une forme de fantaisie qui captivait une nouvelle génération de spectateurs. Pour les fans, ce virage fut à la fois excitant et déroutant. Certains adoraient la légèreté et l'humour de Moore, qui rendaient les films plus accessibles et divertissants. D'autres, attachés à la gravité et au danger incarnés par Connery, voyaient dans cette nouvelle approche une trahison de l'essence du personnage. Mais qu'en pensait Connery lui-même? Pendant des années, il resta énigmatique, presque silencieux sur le sujet. En public, il esquivait les questions sur son successeur, préférant se concentrer sur ses propres projets, comme ses rôles dans des films aussi variés que The Man Who Would Be King, 1975, ou The Intouchable, 1987, qui lui valut un Oscar.
En privé, cependant, selon des amis proches et des journalistes, Connery était partagé. Il respectait Moore en tant qu'acteur et reconnaissait son talent, mais le ton humoristique et l'accent mis sur les gadgets et les effets spéciaux dans des films comme The Spy Who Loved Me, 1977, ou Moonraker, 1979, le laissaient perplexe. L'apogée de cette divergence survint avec Moonraker, où Bond s'aventurait dans l'espace, entouré de lasers et de décors futuristes. Connery, vivant alors discrètement entre l'Espagne et les Bahamas, aurait assisté à une projection à Londres. Des années plus tard, interrogé sur cette expérience, il déclara avec une pointe d'ironie contenue. Ça s'est tellement éloigné de toute crédibilité dans la réalité. Pour moi, ça ne repose plus autant sur le personnage. Ça dépend trop des effets, des gadgets, des explosions. Ce n'était pas une attaque personnelle contre Moore, mais une critique du virage qu'avait pris la franchise. Le Bond que Connery avait créé était ancré dans une vérité émotionnelle, une tension palpable. Celui de Moore semblait flotter dans un monde de pure fantaisie, où l'humour et le spectacle prenaient le pas sur le réalisme. Malgré leurs approches divergentes, Connery et Moore partageaient une expérience que peu pouvaient comprendre, le poids écrasant d'incarner James Bond. Pour Connery, le rôle était une bénédiction autant qu'une malédiction. Il lui avait apporté la gloire, la richesse et une reconnaissance mondiale, mais il lui avait aussi coûté son intimité, et par moments, son identité. Il ne pouvait marcher dans les rues de Londres, de New York ou même d'Édimbourg sans entendre des cris de « James Bond », une réalité qui le frustrait profondément. « Bond n'est pas moi », répétait-il, cherchant à se libérer de l'ombre du personnage. Cette tension culmina avec son retour dans Never Say Never Again, 1983, un remake non officiel de Thunderball. Attiré par un cachet de plusieurs millions de dollars, Connery espérait peut-être retrouver une certaine magie, mais l'expérience fut chaotique, marquée par des problèmes de production et une presse impitoyable. Il déclara par la suite qu'il n'avait aucune intention de rejouer Bond, décrivant cette expérience comme un rappel brutal de pourquoi il avait quitté la franchise en premier lieu. Roger Moore, en revanche, semblait s'épanouir dans la lumière des projecteurs. Là où Connery fuyait les interviews et les tapis rouges, Moore y évoluait avec une aisance naturelle, charmant les journalistes et le public avec son humour désinvolte et son élégance innée. De Live and Let Die, 1973, à A View to a Kill, 1985, Moore incarna Bond dans cet film, un record à l'époque. Son Bond était moins réaliste, plus ludique, conçu pour divertir une audience en quête d'évasion. Mais même Moore n'échappa pas aux critiques. Lors de A View to a Kill, à 57 ans, il était sensiblement plus âgé que ses partenaires à l'écran, ce qui attira des commentaires sur son âge. Avec son humour caractéristique, il plaisanta plus tard dans ses mémoires. J'étais seulement environ 400 ans trop vieux pour le rôle. Pourtant, Moore ne cherchait pas à imiter Connery. Il le reconnaissait ouvertement. Sean était le meilleur. J'ai juste joué le rôle à ma manière. Je n'ai jamais essayé d'être lui. Les médias ont souvent tenté de dépeindre Connery et Moore comme des rivaux, deux titans luttant pour le titre de « meilleur Bond ». Pourtant, la réalité était bien plus nuancée et profondément humaine. Les deux hommes partageaient des origines modestes, un point rarement souligné mais essentiel pour comprendre leur lien. Connery, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, avait grandi dans les rues industrielles d'Édimbourg. Moore, né en 1927 à Stockwell, dans le sud de Londres, était le fils d'un policier et d'une mère au foyer. Aucun des deux n'était issu de la haute société, et tous deux avaient dû se frayer un chemin dans une industrie dominée par les privilèges et les accents aristocratiques. Cette similitude forgeait une connexion subtile, un respect mutuel qui transcendait les différences de style. En coulisses, leur relation était cordiale, professionnelle, et parfois même amicale à sa manière discrète. Moore parlait souvent de Connery avec une chaleur sincère. Lors d'une interview en 2008 pour la sortie de Quantum of Solace, il déclara avec un sourire « Sean était bon. Nous autres, nous ne faisons que prétendre. » Cette humilité autodérisoire était typique de Moore, qui ne se mettait jamais sur la défensive face aux comparaisons avec son prédécesseur. De son côté, Connery, bien que plus réservé, commença à s'adoucir avec le temps. Dans une rare interview tardive, il reconnut « Roger l'a fait avec élégance. Il a apporté quelque chose de différent, quelque chose de léger. Ce n'était pas facile, succéder à ce rôle. » Ces mots, sobres mais sincères, révélaient une admiration discrète pour l'homme qui avait repris le flambeau. La mort de Roger Moore en mai 2017, après une courte bataille contre le cancer, marqua un tournant pour Connery. Alors qu'il s'était retiré de la vie publique, vivant paisiblement aux Bahamas avec sa femme, Micheline Roquebrune,
une artiste franco-marocaine qu'il avait épousée en 1975. Sa réaction à la nouvelle fut profondément émotive. Selon un ami proche, Connery resta silencieux plusieurs minutes avant de murmurer. C'était le dernier qui comprenait. Cette phrase, énigmatique mais poignante, reflétait une vérité profonde. Moore et lui avaient partagé une expérience unique, un fardeau que peu pouvaient saisir. Ils avaient porté le même smoking, affronté les mêmes attentes, vécu sous l'ombre d'un personnage plus grand que nature, et ressenti la solitude d'être vu uniquement comme bon. Dans les années qui suivirent, alors que sa santé déclinait en raison de la démence, Connery devint plus introspectif. Il parlait moins des films et plus des relations humaines qui avaient marqué sa vie. Selon Micheline et plusieurs amis proches, il évoquait souvent Moore, non pas comme un rival, mais comme un compagnon d'un voyage singulier. Lors d'un dîner privé, il aurait déclaré « Roger et moi n'avions rien en commun, sauf tout ». Cette phrase capturait l'essence de leur lien. Deux hommes, aux approches opposées, unis par un rôle qui les avait définis, transformés, et parfois emprisonnés. Ils avaient reçu des lettres de fans convaincus que Bond était réel, avaient été dirigés par des producteurs leur dictant comment marcher, tenir un pistolet ou lever un sourcil pour vendre une scène. Ils avaient connu la gloire, mais aussi la solitude d'être réduits à un personnage. En octobre 2020, Sean Connery s'éteignit paisiblement dans son sommeil aux Bahamas, à l'âge de 90 ans. Sa famille annonça qu'il avait souffert de démence dans ces dernières années, mais qu'il était parti sans douleur. Dans les mois précédant sa mort, Connery s'était ouvert comme rarement auparavant. Lors d'une conversation intime avec un journaliste de confiance, il parla de Moore avec une clarté émouvante. Il en a fait quelque chose de personnel. Je n'étais pas d'accord avec tout, trop léger, trop absurde parfois, mais Roger n'essayait pas d'être moi. Il a fait ce qu'il pensait être juste, et je pense que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Il ajouta, les gens ont toujours voulu nous opposer, créer une rivalité. Mais nous n'étions pas ennemis. Nous étions comme deux soldats ayant combattu la même guerre, à des époques différentes, avec des armes différentes. Et nous y avons survécu. Ce n'est pas rien. Ces mots, prononcés avec une honnêteté désarmante, étaient une forme de réconciliation, non seulement avec Moore, mais avec l'héritage de Bond lui-même. Parmi ses effets personnels, on retrouva une lettre manuscrite de Moore, envoyée en 2000 après l'anoblissement de Connery. « Tu as été le premier à porter le smoking, et mieux que quiconque depuis. » Cette note, conservée précieusement jusqu'à la fin, symbolisait leur lien indéfectible. La mort de Connery ferma un chapitre monumental de l'histoire du cinéma. Avec Moore, il avait incarné deux facettes complémentaires d'un même mythe, le danger brut et l'intensité viscérale de Connery, l'élégance espiègle et le charme universel de Moore. Ensemble, ils ont façonné James Bond, non pas comme un simple personnage, mais comme une icône intemporelle, capable de traverser les décennies et de s'adapter à des générations changeantes. Les débats sur le « meilleur Bond » continuent d'animer les fans, mais pour ceux qui les connaissaient, la question n'était pas de savoir qui était le meilleur, mais ce que chacun avait apporté d'unique au rôle. Connery donna à Bond une intensité viscérale, une humanité imparfaite, un danger palpable qui rendait chaque mission crédible. Moore lui insuffla une légèreté, un charme universel, un sens du spectacle qui transformait Bond en un fantasme élégant. Ensemble, ils permirent à la franchise de prospérer, de se réinventer, de survivre. Leur respect mutuel, discret mais profond, transcende les rivalités fabriquées par les médias. Ils étaient, comme Connery l'avait dit, des soldats d'une même guerre, portant le même flambeau à leur manière, à travers des décennies différentes. Et vous, quel Bond vous a le plus marqué? Le Connery brut, intense et dangereux, ou le Moore élégant, malicieux et audacieux? Partagez votre avis en commentaire, et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits inoubliables du cinéma.